La polémique s'était installée dans ce village de 1400 habitants depuis l'annonce du projet de construction de l'usine de production de bitume, 60 tonnes par an. La société d'Enrobé Charente-Nouvelle-Aquitaine ne souhaite plus implanter sa nouvelle entreprise dans un territoire qui ne lui accorde pas une légitimité suffisante. C'est 33 non. Avec 33 votes contre sur 47, le projet du port de Bretignolles est définitivement abandonné. Ambiance festive ici sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui officiellement n'en est plus une, puisque justement la déclaration d'utilité publique s'est achevée hier, donc ça y est définitivement, et c'est pour ça que cette fête se tient aujourd'hui. Il n'y aura pas d'aéroport ici, c'est officiel. Première victoire pour les opposants au projet d'une nouvelle retenue collinaire à Laclusaz. Mardi 25 octobre dernier, le tribunal administratif de Grenoble a donné raison aux 5 associations environnementales requérantes. Dans leur communiqué, ils ont précisé que s'ils plient bagage à la suite de cette première victoire, ils continueront de défendre ce bois contre ce projet d'un autre temps. Bravo les zadistes! Dans ce tweet posté hier soir, le sénateur du Tarn-et-Garonne confirme l'abandon du projet du barrage de Sivens. Une décision prise par un arrêté préfectoral, un véritable gâchis selon le sénateur. L'élu accuse le gouvernement de reculer devant les protestataires, mais les travaux auront finalement détruit une trentaine de forêts humides, montant de la compensation financière plus de 3 millions d'euros. C'est à la une ce matin. On en parle dans toutes nos éditions et si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas au 39 21. Le gouvernement abandonne le méga projet de complexe de loisirs Europa City à 15 km au nord de Paris, à Gonesse. Et vous avez vu là que les écologistes, après Europa City, ils réclament maintenant l'abandon de la nouvelle gare de train prévue pour desservir ce triangle de Gonesse. Donc vous voyez, il ne faudrait pas que de proche en proche, au nom d'une vision conservatrice de l'écologie, on en vienne à détricoter toute l'ambition du Grand Paris avec ses 200 km de métro, 68 gares pour faire de la capitale une ville rayonnante et attractive dans le monde entier. On m'a dit dès le départ, mais c'est complètement paradoxal. Il n'y a aucune victoire dans l'écologie. C'est impossible de parler de ça. Et en fait, il y avait quand même cette envie au départ de se réapproprier un peu le mot pour, comme je disais, une idée de célébration de ces 40 ans de mouvement d'écologie politique qui était un peu un pied de nez en disant, bien sûr, on n'a fait que de perdre des choses et on a perdu tellement. Mais on peut quand même dire qu'il y a eu des choses qui ont été évitées. La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. Et c'est le bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui, ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Saison 3, épisode 11. La lutte paye. Retour sur quelques-unes de nos victoires. Depuis ces dernières années, le mouvement écologiste est à nouveau sur Terre. Ce sont des luttes concrètes, matérielles, contre des cibles identifiables, qui l'animent à nouveau. Si pendant l'année 2018, nous parlions du mouvement climat, son objet, le climat, nous apparaissait absolument insaisissable, hors de portée. Depuis, les lignes ont changé. Le mouvement écologiste a renoué avec une tradition qui lui est propre, celle des luttes de terrain. À nouveau, en faisant retour à son émergence dans les années 70, le mouvement écologiste est revenu sur Terre. Et sur cette terre, il a trouvé de nombreux ennemis. Que l'on pense dans les années 1970 aux luttes contre l'établissement d'un camp militaire dans le Larzac ou aux luttes contre l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff en Bretagne. Ou que l'on pense, pour ce qui est des mobilisations contemporaines, aux méga-bassines, aux cimenteries, aux autoroutes. Après la décennie des ZAD et des combats contre les grands projets inutiles dans les années 2010, la question de la lutte locale est revenue au premier plan des luttes écologistes.
Si nous avons, à raison, l'impression que le ravage écologiste ne cesse de se poursuivre, nous avons pourtant, à de nombreuses reprises, été capables de mettre des coups d'arrêt aux politiques et aux entreprises écocidaires. À de nombreux endroits, nous avons sauvé des terres de l'artificialisation, des forêts d'un projet d'aménagement, une vallée d'un barrage, un village de pollution industrielle majeure, et ce depuis 50 ans. Pour cet épisode, notre point de départ est celui-ci. Même si nous avons des difficultés à nous le dire en ces termes, nous avons parfois obtenu des victoires. Dans cet épisode, on vous propose de revenir sur 50 ans de victoires écologistes avec la sociologue Gaëlle Ronsin, qui a participé à un numéro de la revue Silence paru en octobre 2022 sur cette thématique. Cet épisode nous servira d'introduction pour une enquête sur les victoires dans des luttes forestières. Plus précisément dans des mobilisations contre l'exploitation industrielle de la forêt. Nous pensons que le fait de mieux comprendre les luttes qui nous ont précédées, et parmi celles-ci celles qui ont été victorieuses, nous permettra de faire face, de façon plus conséquente, aux enjeux de l'époque. Du coup Gaëlle, on t'accueille parce que tu as contribué à une grande étude qui a donné lieu à une publication en octobre 2022 dans la revue Silence. Cette étude, elle s'appelle « Les victoires de l'écologie ». Elle dévoile un peu dedans les stratégies, les échelles de mobilisation, tout un tas de mécanismes qui ont permis à des groupes, à des collectifs d'arracher à l'État ou à des groupes privés un ensemble de victoires contre des aménagements néfastes, contre des projets touristiques, des projets de routes, enfin voilà, un ensemble de conflits d'aménagement. Vous en avez recensé 180, si je me rappelle bien, depuis les années 70. Du coup, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous présenter l'étude que vous avez menée, ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette question de la victoire dans les luttes écologistes ? Bonjour, donc je m'appelle Gaëlle Ronsin. Moi, je suis sociologue et je suis membre de la rédaction donc, de la revue Silence, qui est une vieille revue d'écologie politique qui a été créée en 1982. Et en fait, l'idée de faire une grande enquête sur les victoires de l'écologie, ça date de la volonté de célébrer les 40 ans de la revue. Donc, comme elle a été créée en 1982 à Lyon, les 40 ans, c'était en 2022. Et donc 2 ans un peu avant, donc à partir de 2020, on a commencé à réfléchir avec les salariés bénévoles de la revue à trouver un thème un peu porteur de célébration de cet anniversaire de la revue. Et on s'est demandé un peu, en fait, l'idée c'est qu'est-ce qu'ont fait nos réseaux, à quoi on a contribué quoi depuis 40 ans. Et c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de faire un inventaire de toutes les mobilisations qui avaient été victorieuses autour des questions larges d'écologie et de lutte contre des aménagements. Parce qu'en fait, ça n'avait jamais été fait d'inventaire sur ces questions-là. Il y a eu plein d'articles, plein de travaux, autant politiques, militants qu'universitaires, sur les périodes de conflit, les mouvements d'occupation, les mouvements de résistance, etc. Mais il n'y avait pas eu vraiment de liste un peu de finalement qu'est-ce qu'on avait réussi à gagner par la mobilisation sociale. Donc ça, c'était le départ. Et après, on a travaillé pendant 2 ans. Donc, je suis pas du tout toute seule. On était 6 ou 7 à déjà essayer de recenser dans les pages de Silence, dans toutes nos archives depuis 40 ans, finalement, les mobilisations. On est allé voir aussi pas mal d'assauts, de collectifs d'ONG qui ont aussi un prisme un peu national pour essayer de nous dire est-ce que dans la liste qu'on a faite, est-ce que ça vous semble suffire ou pas ? Est-ce qu'on a oublié des choses ? Alors déjà, pour vous dire que oui, forcément, on a dû oublier des choses parce qu'il y a plein de mobilisations qui se donnent lieu à des échelles très locales. Donc c'est sûr qu'il manque des choses, mais quand même, on est arrivé à une liste, tu le disais, de 180 victoires qui nous permet un peu d'exposer depuis les années 70, de montrer un peu à quoi ressemblait le pays si on n'avait pas eu ces mobilisations. Si on n'avait pas eu ces mobilisations, il y aurait eu encore plus de barrages, encore plus de centrales nucléaires, encore plus d'aménagements touristiques, de camps militaires, de gaz de schisme, d'OGM en plein champ, etc. Et on a essayé de dévoiler avec à la fois des récits, des exemples, mais aussi des analyses un peu statistiques, toutes les stratégies, les échelles de mobilisation et tous les processus politiques, juridiques, qui ont permis d'arracher à l'État ou à des groupes privés des victoires contre ces aménagements.
À partir de là, on a essayé de représenter de façon temporelle et spatiale, plutôt par décennie, ce qui se passait dans ces 180 voire 200 victoires. Ce qu'on constate, c'est que premièrement, il y a plein de luttes et de combats qui sont pas mal tombés dans l'oubli. On se souvient dans le monde un peu de l'écologie politique de grandes batailles, de grandes victoires, que ce soit la lutte contre un camp militaire dans le Larzac, contre une centrale nucléaire à Plogoff, contre un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, etc. Mais il y a plein d'autres petites entre guillemets petites parce qu'on fait moins d'écho médiatique ou politique, donc de mobilisations qui ont donné lieu à des victoires. Alors dans les données, en tout cas un peu les grands enseignements qu'on a vus, c'est que donc il y a premièrement il y a plein de secteurs qui sont représentés, où on va se mobiliser contre un aménagement local, à la fois dans le secteur des loisirs, le secteur de l'extractivisme ou de la construction d'énergie, le secteur aussi de l'urbanisme et des commerces, le domaine des transports, le domaine de l'agro-industrie ou des déchets et les barrages ou le nucléaire. Là déjà on voit qu'il y a à la fois des grands aménagements plutôt pilotés par l'État, là je pense aux deux derniers, donc les barrages ou le nucléaire, et des choses qui vont être plus pilotées par des municipalités, des collectivités régionales, etc. Donc ça c'est un premier enseignement, c'est un peu la variété des projets sur lesquels on peut se mobiliser quand on est un collectif. Sachant qu'on parle de mobilisation locale, c'est ça qui nous intéressait, c'était un peu l'aspect territorial, et qui sont surtout situés dans les mondes ruraux ou périurbains. Globalement, c'est quand même dans ces espaces-là qu'il y a les victoires qui sont remportées, notamment parce qu'une des raisons de se mobiliser à partir des années 70-80, c'était la préservation de ce qu'on considère des milieux naturels, des milieux remarquables, et ce qu'on appelle la nature, C'était vraiment une des sources de mobilisation. Donc c'est pas pour rien qu'on retrouve en fait ces victoires plutôt dans les mondes ruraux ou voire périurbains, Donc ça c'est un premier enseignement. Et dans cette question un peu des thématiques, de façon un peu surprenante, un peu inattendue, la catégorie qui est la plus représentée, c'est celle des aménagements touristiques. En gros, c'est dans les mobilisations touristiques qu'on arrive un peu plus à obtenir des victoires. Il y en a au moins dans notre base de données, il y a au moins 20% des victoires qui sont liées à des aménagements touristiques. Il y en a une qui est particulièrement connue parce qu'elle est un peu au centre de la construction de récits ou de mobilisation pour des grandes associations environnementales type France Nature Environnement, qui est la mobilisation contre l'aménagement d'un glacier au bord et dans le parc national de la Vanoise. Donc c'est un parc qui venait de se créer dans les années 70 et qui a donné lieu à la volonté de créer une station de ski estivale sur le glacier. En gros, il y avait déjà des stations de ski en Savoie, et l'idée des promoteurs, c'était de se dire on aimerait bien faire aussi du ski en été, et du coup on va servir d'un glacier du parc de la Vanoise pour faire une station de ski, et qui est devenu un peu un emblème de mobilisation. Il y a pas mal notamment de scientifiques, d'habitants locaux, d'élus qui sont mobilisés, avec pas mal de grandes manifestations qui ont été engagées, et qui est considérée comme une des grandes premières victoires et de politisation des affaires environnementales à l'échelle nationale. En tout cas, c'est celle qui a fait du gros bruit à l'échelle nationale, où l'idée, c'était vraiment de préserver des milieux naturels remarquables et d'obtenir après des classements, Mais c'est en Rhône-Alpes, en 1969, que les écologistes remportent leur première victoire. Ce glacier appartient à 4 communes, dont Modane. Et Modane demande en contrepartie du glacier la construction d'une station de 3500 lits, Valchavière. Or, cette station serait en plein dans le parc de la Vanoise et sur des lieux fréquentés par les bouquetins et les chamois. Aussitôt levée de boucliers des protecteurs de la nature et de très nombreuses associations, il ne faut pas toucher au parc actuel, surtout pour construire Valchavière. La polémique est engagée. Et notre grande surprise, on a gagné, on a réussi à mettre en cause les politiciens, les hommes d'affaires intimement liés qui étaient là derrière. Et ça a été, je pense, sociologiquement, le pas vers la politique, au sens complet du terme. Il y a ces grands aménagements touristiques autour des zones naturelles, donc dans les Alpes, dans les Pyrénées, zones de montagne. Et il y a des aménagements touristiques aussi dans des zones un peu moins
considérées de nature remarquable, type par exemple des contre-descentes de loisirs en Haut-Rhin, la Bronkoff, abandonnée en 1990, des mobilisations aussi contre des logements ou des aménagements type stade, centres commerciaux, marinas, qui ont des effets considérés désastreux pour l'environnement, autant en termes de pollution, dégradation des paysages, etc. Pas mal de luttes aussi contre des golfs, etc. Donc finalement pas que sur le ski, mais qui donne lieu à pas mal de victoires autour de ça. Alors pourquoi c'est une catégorie surreprésentée dans les victoires ? On pense que c'est aussi lié au fait que il y a une possibilité de pression assez forte sur les autorités locales pour faire abandonner les projets, et que du coup le caractère un peu aussi non essentiel entre guillemets des projets, puisque c'est lié que pour le tourisme, qu'il n'y a pas d'autres visions en termes économiques ou autres permis de faire abandonner le projet. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y en a des plus dans ce monde un peu touristique, ou en tout cas complètement inutile de ces projets. Il y a par exemple pas mal de victoires qui ont eu lieu contre des courses automobiles, des courses de moto ou de quad, comme celle de la Croisière Blanche qui avait lieu en Isère, puis après dans les Écrins, qui a été après annulée, notamment en 2009. Il y a aussi une grande catégorie, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les grandes catégories, plutôt les aménagements d'État, donc ça, autoroute, barrage et nucléaire. Alors ça, c'est des luttes qui dépassent un peu l'aspect très local, mais qui ont été des grands moments de victoire aussi dans certains coins. Il y en a une notamment qui commence à être connue parce qu'il y a une BD qui s'appelle L'eau vive qui a mis en valeur cette lutte, qui est une des luttes qui est un peu la première occupation, presque la première ZAD, on peut dire, qui avait lieu en Haute-Loire, qui était une lutte contre le barrage de la serre de la Fargue, où en fait l'idée était de construire des barrages tout au long du fleuve Loire pour produire une production d'hydroélectricité, et qui a donné lieu à une grande mobilisation à la fois d'assaut local, mais aussi avec un comité qui s'appelait Loire Vivante, mais qui était aussi en lien avec des grandes ONG type le WWF, qui sont mobilisées à partir des années fin 1988, qui ont résisté contre ce projet de barrage en Haute-Loire, qui ont occupé la maison... une maison forestière dans ce lieu pendant plusieurs années, qui ont gagné des grosses manifs, notamment au Puy-en-Velay, etc., voire ailleurs, et qui finalement a conduit à l'abandon complètement des projets en 1994, et à l'abandon de tous les projets aussi sur la Loire, quoi. Et là, il y a eu le larsac des rivières ou des fleuves qui s'est passé. Un vrai soulèvement des rivières qui s'est passé. Et ce combat-là, j'ai eu l'occasion aussi de participer. Et je vais vous dire, c'était impressionnant. Vraiment impressionnant, parce que c'était porté par vraiment les citoyens, ce qu'on appelle les Ligériens. Donc ce combat-là, il a amené des résultats concrets, vous allez voir, parce qu'au lieu d'avoir 5 grands barrages de plus sur la Loire, qui n'en avait pas beaucoup, la Loire, c'est le fleuve qui est le moins aménagé de l'Europe, le moins aménagé. Il n'y a que 2 grands barrages sur la Loire. Alors, au lieu d'avoir 5 barrages de plus, la victoire a amené à une mise en question complète de la façon comment on gère les rivières et le bassin entier. Au lieu d'un 5 de plus, on en a mis 3 moins, parce qu'on a obtenu même l'effacement de 3 barrages, eux-mêmes assez importants et grands. Donc, moins 3 à la place de plus 5. Et le secteur du nucléaire, alors c'est un secteur où quand même on gagne des choses. Il y a eu des luttes importantes dans les années aussi. À partir des années 80 avec le plan Mesmer, qui était un plan identifié dans les années à partir de 1973-1990 de mobilisation de l'énergie nucléaire, qui prévoyait la construction de 200 réacteurs avec 43 sites. Etc. Finalement, les mobilisations, elles ont permis, notamment dans l'ouest de la France, aux Pèlerins, aux Canet, etc., de faire abandonner la construction de ces sites. Et il n'y en a eu que 19 sites qui ont pu être aménagés. Donc voilà, on a quand même, heureusement, eu des zones préservées. Mais il n'empêche que c'est un des secteurs où c'est quand même le plus dur d'obtenir des victoires, quoi. Le secteur du nucléaire, notamment parce qu'on s'adresse directement et en partie à l'État et plus du tout à d'autres acteurs, quoi. Justement, tu disais c'est difficile dans le nucléaire. En fait,
C'est peut-être la question absurde, est-ce qu'il y a une recette à la victoire, mais qu'est-ce qui, parmi les collectifs, les assos, les organisations, qu'est-ce qui a été aussi observé, on va dire, en termes de stratégiques presque, comme régularité dans toutes ces victoires-là? Et est-ce que ça dépend simplement de l'adversaire, de à quel point le projet est bien ficelé et soutenu par l'État, ou est-ce que c'est aussi une question d'organisation sur les lieux de lutte? Ouais, alors, y a les deux, hein. Premièrement, on peut dire que quand même, dans toutes les victoires qu'on a recensées, dans la majorité, enfin plus la grande moyenne, c'est-à-dire 65% des cas, l'institution qui annonce officiellement l'abandon d'un projet, ça demeure une institution locale. Ça peut être une municipalité ou une communauté de communes, voire plus rarement une préfecture, mais donc plutôt des instances territoriales, où les conflits d'aménagement, ils sont un peu enfermés dans des rapports de force entre des locaux, des élus, des associations, quoi. Dans le deuxième cas, souvent, et quand même c'est très important, c'est qu'on recourt au tribunal, dont le tribunal administratif, pour faire retirer le permis de construire associé au projet. Ça va être au moins 20% des cas, qui fait que on va conduire à l'abandon. Enfin, ça se termine. Enfin, de toute façon, ça se termine énormément devant les tribunaux, quoi. Et puis, il y a aussi des mobilisations qui vont se terminer avec plutôt des interventions, là, carrément ministérielles. C'est le cas quand il y a eu... la gauche est passée au pouvoir sous Mitterrand en années 80, où ça a permis de faire arrêter le Larzac, Plogoff, etc. Mais les élections, elles peuvent être aussi des zones de mobilisation politique importante, parce que quand il y a un nouveau maire, par exemple, qui est élu dans une municipalité, ça peut être l'occasion aussi de faire abandonner des projets. C'est le cas, par exemple, sur la construction d'une marina à Verneuil-sur-Seine, là, dans la région parisienne, où c'est bien le passage à une autre municipalité en tout cas, la période des élections, qui a cristallisé un peu les tensions autour d'un projet d'aménagement d'une marina et qui a conduit à l'arrêter. Donc ça, c'est un peu sur les échelons de décision. Et en termes de ce que tu disais, en termes de stratégie... Et attends, par rapport aux porteurs de projets, donc des entreprises qui finissent par se retirer, est-ce que c'est quelque chose qui est genre hyper anecdotique, ou c'est comment? Ouais, alors je retrouverai la stat tout à l'heure, mais effectivement, c'est que l'un porteur de projet retire tout seul, sans intervention d'élus ou de pouvoirs locaux, etc. C'est quand même assez rare dans ce qu'on avait vu. Et notamment, le mouvement de décentralisation a donné de plus en plus de pouvoir aux municipalités dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, ce qui fait que au début, dans les années 80, les acteurs politiques, ils n'étaient pas vraiment présents dans les victoires. C'était seulement avant les années 80, il y a seulement 10%, on les voyait intervenir. Alors qu'après, à partir notamment des années 2010, ils interviennent dans près de 40% des conflits. Donc là, il y a vraiment quand même une évolution assez forte, du fait de lier de la décentralisation du territoire. Et c'est rare que, si tu veux, un aménageur, il se retire de lui-même sans qu'il y ait une décision, par exemple, au conseil municipal ou autre, qui permet de faire un contrepoids politique. Donc la statistique en termes pour les aménageurs qui se retirent de eux-mêmes, c'est à environ 18% de notre base de données. Donc si vous voulez, c'est pas la majorité des... Enfin, c'est pas dans la majorité des cas qui décident d'abandonner eux-mêmes. Ils abandonnent dans la majorité des cas parce qu'on les incite on les force par une décision de tribunal, par une décision gouvernementale, une décision d'élus locaux. C'est loin d'être la majorité des cas. Très bien. Et du coup, tu allais nous dire, d'un point de vue stratégique, ce que vous avez remarqué dans les façons dont les collectifs locaux se sont organisés pour empêcher les projets? Ouais, alors, premièrement, la grande chose qui ressort, c'est qu'il y a toujours un collectif créé un peu à l'occasion d'une mobilisation contre quelque chose. Quand il y a des citoyens ou des personnes qui rentrent en mobilisation parce qu'ils ont écho d'un projet, donc c'est-à-dire des personnes qui suivent quand même de façon assez forte l'actualité locale ou territoriale, il y a la constitution d'un collectif qui se met en place, qui peut demander l'aide après l'appui à une association plutôt régionale ou nationale, type France Nature Environnement, mais dans la majorité des cas, au moins, je crois, c'était 160 luttes qu'on avait analysées, il y a un collectif qui se met en place pour cette lutte, Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en termes des tactiques qui sont employées, notre étude montre, c'est qu'il y a vraiment toujours une diversité des modes d'action et que c'est cette diversité des modes d'action qui mène à la victoire.
que c'est bien parce qu'on fait à la fois des manifestations, des occupations, des procédures juridiques, voire des contre-expertises, qu'on peut obtenir une mobilisation. C'est hyper rare qu'il y ait une victoire écolo qui est due seulement à la lutte dans les tribunaux. À chaque fois, on voit qu'il y a toujours... il y a un recours massif, peut-être à 40 ou 45% des cas à des tribunaux, mais ça peut pas être la seule chose, quoi. L'action juridique, elle peut pas être toute seule. Les occupations, donc là, quand vraiment, donc la mobilisation est quand même, elle engage quoi, les corps, elle engage les personnes, donc d'aller occuper un territoire, un bout de champ, un lieu de barrage, le site où se construira un parking ou un centre de loisirs sur une forêt par exemple, c'est au moins 15% des victoires qui ont été obtenues. Donc c'est pas rien parce que l'occupation de lieux, c'est un des signes distinctifs du mouvement écolo. C'est depuis les années 70, c'est ça qui fait un peu sa distinction, qui fait qu'il est particulier par rapport à d'autres mouvements sociaux qui se passent plus en ville, par exemple. Voilà, et les pétitions, etc., elles ont ou les manifestations, elles ont l'intérêt souvent pour les collectifs locaux de faire connaître, donc de mobiliser aussi le versant médiatique pour essayer d'avoir une reconnaissance à des échelles soit régionales, soit voire nationales face à leur aménagement, puisqu'en fait, c'est un peu une guerre d'usure face aux aménageurs. La moitié des luttes recensées, elles durent plus de 7 ans, quoi. Donc ça demande aussi de faire varier les tactiques pour ne pas s'épuiser aussi dans le temps quand il faut lutter contre un projet, quoi. Et l'idée, c'est de gagner du temps, en fait. Et c'est aussi le moment aussi de s'investir dans des processus de concertation, type enquête publique, type aussi les périodes préélectorales, comme je le disais, qui permettent de se mobiliser. Voilà, donc c'est vraiment un enseignement très fort, quoi, de voir ces stratégies très variées et qui permet finalement d'obtenir la victoire. Après, il y a des stratégies qui peuvent être plus discutées, qui sont les questions de composition, de comment on fait avec des personnes dans des collectifs locaux qui veulent plutôt être sur des approches plus légalistes, puisque les victoires les plus célébrées, celle de Plogoff notamment, elle a donné lieu à des formes de sabotage, quoi, pour pouvoir en arriver à théoriser une forme de recours à une contre-violence contre la violence d'État qui s'est construit dans ces projets-là, quoi. Ce qui n'est pas forcément toujours ce qui est privilégié au départ par les associations et les collectifs locaux ad hoc qui se créent, quoi. Oui, mais que sur le temps long et sur 7 ans, il y a aussi, j'imagine, beaucoup de variations et que plus la situation se bouche, plus les modalités d'action s'étendent et vont jusque des actes comme ceux que tu viens de décrire. Oui, c'est ça. Puis il y a des périodes aussi temporelles, hein. Il y a eu des moments où c'était plus simple d'aller occuper des lieux et de produire des contre-violences que d'autres, quoi. Donc il y a eu cette grande période autour du Larzac qui s'est produit. Puis après, ce qu'on appelle la folle décennie des zones à défendre. Donc à partir début 2010, quoi, où là c'était une période très propice aussi pour construire ces modes stratégiques. Et entre deux, c'était des périodes où il y en a peut-être moins eu, quoi, ces types de mobilisation. Et je reviens juste un tout petit peu en arrière parce qu'au début tu parlais de la question de beaucoup de gens qui du coup s'engagent dans les années 70 plutôt pour une question environnementaliste, de préservation d'un cadre de vie, d'une nature magnifiée ou ce genre de choses. Pourtant des luttes un peu importantes comme celle du Larzac est une question paysanne très forte, à Notre-Dame-des-Landes pareil, et du coup à quel point la question de la jonction entre des questions paysannes et de préservation de terres agricoles, elle se fait dans ce que vous observez dans les luttes plutôt environnementalistes, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une séparation assez nette et assez forte et que ces luttes-là sont teintées différemment, notamment politiquement? Alors c'est une question qui n'est pas simple à laquelle répondre, parce qu'en fait, déjà, il y a des luttes qui sont très identifiées comme environnementalistes, celles notamment qui se passent en montagne, dans des espaces non habités. Et après, le reste des luttes, plutôt dans les zones rurales, périurbaines,
qui sont une forme de... C'était un auteur qui disait ça, une forme de syndicalisme pour le cadre de vie. On peut pas trop dire si elles sont vraiment complètement écolo ou pas, quoi. Elles le sont en partie parce que il va y avoir des argumentaires écologistes qui vont être mobilisés, mais elles sont pas que ça, quoi. Elles sont aussi pour se mobiliser pour un développement local de sa commune qui soit socialement plus juste ou qui soit plus concerté, etc. Donc il y a un aspect aussi de démocratie de vie, quoi, locale qui est mis en avant. Et sur l'aspect paysan, c'est sûr que ça irrigue beaucoup les mouvements post-68 art, quoi. Donc il y a au cœur, c'est des choses qui sont au cœur des projets qui sont toujours encore aujourd'hui, quoi, dans les luttes. Parce que par exemple, il y a des grandes victoires que j'ai pas citées, mais qui sont la grande victoire contre les OGM, qui est pas liée à un endroit précis, mais qui est une grande victoire des mouvements écolos, quoi. Donc c'est dur de savoir des fois de labelliser les choses et ça s'oppose pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça s'oppose. C'est plutôt des choses qui se cumulent dans des aspects locaux. Et même si la préservation pour les terres agricoles, ça s'est peut-être aussi redéveloppé assez récemment, quoi. Même si c'était toujours des choses qui sont mises en avant. Par exemple, quand on lutte contre un parking de supermarché, etc., ça va être souvent pris sur des terres agricoles, quoi. Après, est-ce que ça arrive à mobiliser à l'intérieur de la lutte des paysans ? Pas forcément. Parce qu'en fait, là, j'ai un exemple de lutte contre un supermarché où, en fait, les paysans, les agriculteurs avaient vendu, quoi, leur terrain. Et c'est plutôt un collectif d'habitants qui va se mobiliser contre cette bétonisation, quoi. Donc voilà, c'est pas une question facile à laquelle répondre, ça dépend aussi de comment les alliances politiques se nouent, quoi, localement. Aquatique transparente en plein milieu de la forêt iséroise à Roibon, près de Grenoble. 1 millier de logements, des commerces, des restaurants, un projet de 390 millions d'euros qui finalement ne verra jamais le jour. Pierre et Vacances jette l'éponge, il n'y aura pas de Center Park à cet endroit. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le groupe abandonne, a réagi le président de Pierre et Vacances hier soir, mais c'était devenu une impasse entre les problèmes d'autorisation pour les permis de construire, pour le défrichement et l'occupation du site par des zadistes depuis 2014. Une première victoire donc pour les opposants au Center Parks, comme Éric Dailly, président de l'association Écologique Action. C'est une excellente nouvelle pour le climat et une bonne nouvelle pour la forêt. C'est un développement intéressant. C'est une grande victoire, mais il y en a d'autres à gagner. La vraie victoire, ce sera quand Pierre et Vacances finalement admettra que ces projets, on peut plus faire ça. Après, l'horizon politique de ces luttes, il est varié, quoi. Ça dépend effectivement du collectif qui se monte au départ, quoi. Mais il y a des luttes locales qui ont des horizons politiques assez clairs, hein. Les luttes contre les Center Parks notamment, même si c'est des luttes plutôt de préservation de la forêt et pas de zone agricole, elles ont des objectifs politiques très clairs. Et en plus, elles sont mises en réseau, par exemple, avec le Center Park de Roibon qui a été abandonné, un autre dans le Jura, etc. Donc il y a des mises en réseau aussi très fortes quand même. Et les luttes antitouristes, c'est des luttes aussi avec des horizons politiques anticapitalistes très fortes, quoi. Mais du coup, je voulais revenir sur ce mot victoire, donc qui apparaît quand même en gros sur la revue. C'est la présentation de l'étude, elle est orientée autour d'une victoire. Mais du coup, pour toi, ce mot, en fait, qu'est-ce qu'il signifie ? Qu'est-ce qu'on appelle une victoire ? Et comment on dit finalement cette lutte est victorieuse ? Et du coup, la question des acteurs qui gagnent et qu'est-ce que ces gens gagnent et qui perd et qu'est-ce que ces gens perdent. Et peut-être en sous-question à ça, c'est que la victoire contre toujours dans le refus de quelque chose, l'opposition à quelque chose, et du coup pour le maintien d'une forme, pas forcément de statu quo, mais en tout cas pour que l'existant ne change pas et ne se détériore pas. Est-ce que c'est aussi une question qui vous a un peu traversé ? Oui, forcément. Alors, bien sûr, parce qu'on pourrait dire, moi, on m'a dit dès le départ, mais c'est complètement paradoxal. Il n'y a aucune victoire, quoi, dans l'écologie. C'est impossible de parler de ça. Et en fait, il y avait quand même cette envie au départ de se réapproprier un peu le mot pour, comme je disais, une idée de célébration de ces 40 ans de mouvement d'écologie politique qui était un peu un pied de nez en disant, bien sûr, on n'a fait que de perdre des choses et on a perdu tellement. Mais on peut quand même dire qu'il y a eu des choses qui ont été évitées déjà. Alors, la première chose, c'est de se dire, est-ce qu'on les célèbre ou pas, ces victoires ? Une des plus grandes célébrations quand même récentes, un peu dans les mémoires militantes, c'est celle de l'annonce 17 janvier 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe
sur TF1 de l'abandon définitif du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Avec une célébration de joie immense depuis la ZAD, et puis où il y a eu des bouteilles de champagne qui ont été ouvertes, des banderoles où c'était marqué ETOC qui ont été installées sur le phare, et puis plein de fêtes qui ont été organisées dans l'espace public dans tout l'Hexagone. À ce moment-là, moi j'étais à Grenoble, et il y avait eu une énorme fête sur la place Notre-Dame, qui est en plein milieu de Grenoble, qui avait été rebaptisée pour l'occasion place Notre-Dame-des-Landes ce soir-là. Donc il y a quand même des grandes célébrations qui ont été faites. Et il y a eu l'idée aussi, qui est encore en cours, de faire du 17 janvier, de le décréter jour férié, comme comme vraiment célébration d'une victoire, comme on célèbre des victoires militaires, quoi, dans nos jours fériés en France. Donc il y a des moments où il y a des célébrations, mais c'est quand même assez rare, quoi, où on célèbre vraiment ces victoires-là. On les célèbre pas trop parce que, comme me disait un militant là, qui a lutté contre une autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, c'est que souvent, on est content, il y a eu l'abandon d'un projet, mais que finalement, il y a plein d'autres objectifs militants qui s'ajoutent, quoi, et qu'il y a des urgences un peu politiques tout le temps. Quand on a fini la 45, il y a des problèmes d'accueil d'exilés, de lutte salariale, etc., quoi. Et eux, par exemple, cette période-là où ils avaient fait quand même une petite bouffe au moment où ils avaient été annoncé l'abandon du projet, mais après c'était en 2018, et du coup c'était une pleine période de mouvement Gilets jaunes, où du coup tout le monde était en fait rattrapé par cette actualité politique là. Donc ça, c'est un peu déjà la question des victoires, elle est souvent considérée comme partielle dans les mondes écolos, parce que finalement on gagne de façon partielle contre un projet, mais que chaque semaine il y a des projets complètement fous, complètement destructeurs qui arrivent, que ce soit pour des barrages, des remontées mécaniques dans les montagnes, des bassines qui sont installées, etc. Il y en a toujours plein, quoi. L'aménagement, ça recule pas, voire même ça continue. Donc c'est rare de parler vraiment de victoire, puisque c'est toujours assez partiel. Avec un horizon politique plus large, en termes notamment de lutter contre un capitalisme complètement destructeur, quoi. Après, ce qui est intéressant dans ce sentiment de victoire, c'est que finalement, le sentiment de victoire, il est un peu différent selon l'implication qu'on a pu avoir dans la mobilisation, ou aussi le degré de nuisance qu'on évite. Par exemple, pour ceux qui ont lutté contre un projet d'autoroute, qui étaient des riverains de ce projet du tracé, le fait de ne pas avoir l'autoroute qui va être construite, c'est vraiment une victoire objective pour certaines personnes qui habitent à côté, quoi. Ils sont vraiment débarrassés. Alors que pour d'autres personnes qui sont engagées dans ce même projet là contre l'autoroute, l'abandon, c'est plutôt un symbole parmi d'autres, de ne pas aménager un territoire, et de freiner un peu les ambitions aménagistes de promoteurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc eux, ce qu'ils perdent, c'est des fois des symboles politiques. Ça peut leur coûter des carrières politiques à certaines personnes qui ont fait foirer leur projet d'aménagement, et ça coûte de l'argent aux entreprises quand même. Ils perdent de l'argent. Alors on n'a jamais fait ça, ce serait sûrement quelque chose à faire, de savoir combien ça a fait perdre d'argent les victoires écolo, quoi. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas trop fanfaronner, quoi, sur les victoires. Parce que finalement, c'est surtout des abandons. Et que, est-ce que ça fait vraiment avancer les horizons politiques, ces victoires-là ça se discute. Ça se discute parce que ça peut faire progresser quand même des critiques et une forme de production un peu intello, quoi, un peu intellectuelle sur la façon dont on s'est mobilisé contre quelque chose. Du coup, ça permet de faire avancer des débats et des discussions, même si se pose la question de quand on fait abandonner un projet, effectivement, on n'en est pas non plus à un mouvement révolutionnaire de fond, quoi. C'est rare, même si pour certaines luttes plus symboliques, plus ambitieuses, par leur durée, notamment dans le temps, ça a quand même donné lieu à des socialisations politiques pour des gens et des avancées assez fortes, quoi, dans le rapport de force. Alors, je voulais aussi te demander ce que tu avais constaté des effets que pouvait avoir une victoire, à la fois sur les personnes, sur les territoires, mais aussi sur l'organisation de réseaux un peu plus larges. Je pense par exemple à un collectif qui mène une lutte
contre quelque chose qu'ils appellent, disons, une ferme-usine par exemple. Et ce mot se répand, d'autres s'organisent avec des mots d'ordre similaires et savent qu'ils peuvent prendre appui sur des collectifs qui ont été victorieux par le passé. Ouais, et effectivement, alors il y a plein de choses dans les effets un peu des victoires qui est encore un travail en cours, on n'a pas terminé de travailler là-dessus. Il y a des effets en termes individuels qui sont clairs, pour certaines personnes, se mobiliser dans un projet, même à une échelle très locale, ça donne lieu à des carrières militantes ou politiques locales. À partir de là, c'est des premières formes d'engagement qui peut donner lieu à plein de types d'engagements différents après. Il y a ça, il y a des engagements aussi à l'échelle des effets à l'échelle du territoire sur un peu le long terme. En plus de ces trajectoires des militants, on peut se dire que finalement, la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour le territoire qui s'est mobilisé, qui s'est politisé. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, puisque souvent, quand on lutte contre des projets d'aménagement locaux, on va produire soit des formes de contre-expertise, soit on peut produire aussi des projets alternatifs, par exemple, contre la construction d'une autoroute ou de parking. On va dire non, mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est plutôt mobiliser le développement de transports en commun, et du coup les collectifs locaux vont écrire tous des grands projets, des contre-projets alternatifs. Sauf que ce qu'on voit, c'est que c'est rare que ces projets alternatifs ils voient le jour après une victoire. Ils ont plutôt servi à alimenter une forme d'imaginaire, contre-imaginaire, pour faire vaciller un projet, plutôt que c'est assez rare qu'ils soient implantés après. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'un territoire il reste assez politisé. C'est le cas dans le Gard, où il y avait un projet qui a été abandonné d'un grand barrage qui aurait dû noyer une vallée. Mais après, finalement, ce projet a été abandonné. Mais après, le collectif de lutte s'est quand même structuré, a continué à exister à partir d'un hameau notamment. Ils ont continué à occuper un bâtiment et à s'investir dans une maison qui a été acquise collectivement après la victoire. Et que du coup, cette maison, elle est restée un centre politique et culturel implanté dans la région avec des activités régulières, des expos et puis un lieu d'organisation collective pour d'autres mobilisations. Et du coup, ça donne lieu à aussi un lieu un lieu référence pour se mobiliser, qui font qu'à chaque fois il y a eu des projets un peu d'autres velléités de promoteurs de réimplanter des choses dans cette vallée de la Borie, notamment après un industriel qui voulait faire une entreprise un peu bizarre autour des algues, d'autres promotions qui sont mises en place. Et en fait, le fait que le territoire a été mobilisé, ça donne lieu qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau projet un peu bizarre, un peu chelou qui se mettait en place, les habitants se mobilisaient Donc il y a cette culture un peu politique qui reste, qui est le cas aussi bien sûr dans les zones type Larzac, type Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres zones, mais c'est le cas aussi dans des lieux qu'on connaît un peu moins. C'est pour ça que je parle de la Borie notamment. Donc il y a cette question au niveau des lieux en tant que tels. Et puis après, il y a ce que tu évoquais sur ces réseaux, le fait que se construise ce qu'on peut appeler un mouvement social décentralisé, où sur certaines thématiques, on va voir que se mobilisent particulièrement des gens. Donc effectivement, actuellement, des réseaux de lutte qui sont contre des fermes-usines, des réseaux de lutte contre les énergies renouvelables industrielles, des coalitions pour se mettre en place contre des projets d'autoroute, des coalitions pour préserver des jardins ouvriers. Donc là, il y a cette vision des coalitions qui est pas mal reprise depuis quelques années, assez récemment, pour essayer de structurer des mouvements, à chaque fois des mouvements locaux, mais de les structurer de façon nationale, qui soient décentralisés, avec, comme tu disais, des mots d'ordre. Il y a un mot d'ordre qui est important, qui est celui qui s'appelle Nina, donc qui est ni ici ni ailleurs. Puisqu'en fait, le problème de ces victoires, c'est qu'on peut se dire, oh là là, à quoi ça sert si finalement on décide finalement, il y a l'abandon d'un projet d'Amazon dans cette commune, d'entrepôt Amazon, mais qu'on le construit finalement 20 km plus loin. Finalement, la victoire, elle peut être que partielle, c'est ça, Donc, il y a cette idée aussi d'avoir une forme de vigilance un peu partout pour que ce soit bien pas de Center Park ici et ni ailleurs non plus, en tout cas à l'échelle nationale. C'est plus compliqué, par exemple, il y a eu des mobilisations récentes contre des projets de surf park, mais finalement qui ne sont pas installés en France, mais il y en a quelques-uns a priori qui auraient été construits en Espagne. Donc, ce qui fait que là, il faut aussi sûrement envisager des luttes à des échelles encore plus vastes que des échelles nationales. Et du coup, peut-être pour
transitionner doucement vers la forêt. Est-ce que là, comme ça, toi, il y a des choses qui te reviennent parce que nous, on a prévu du coup d'enquêter sur des victoires qui concernent des luttes forestières. Et est-ce que tu te rappelles de quelques victoires sur cette thématique, de souvenirs qui te reviennent et qui nous plongeraient un petit peu là-dedans? Eh ben oui, c'est un super thème pour aller enquêter. Il y a eu des luttes dont vous avez parlé, au moins les 4 ou 5 dont vous avez parlé, qui sont des luttes spécifiques contre des scieries, notamment, qui existent. Et il n'y en a pas beaucoup plus, en tout cas dans la base de données, contre des scieries ou des méga-scieries, comme on dit aujourd'hui. Mais par contre, il y a des victoires qui sont souvent liées aux forêts. Par exemple... on a beaucoup mis en avant la forêt de Chambaran pour lutter contre un Center Park en Isère. Il y a aussi des luttes contre des coupes forestières dans certaines zones qui ont donné lieu à un projet, encore une fois, touristique. C'est le cas aussi dans la forêt de Soux, qui est là dans la Drôme, où pareil, il y avait une volonté d'un particulier d'aller couper un bout de la forêt pour, je crois, implanter un genre de terrain pareil à visée récréative, et qui avait permis aussi une mobilisation où finalement c'est pas contre un promoteur lié à l'exploitation industrielle de la forêt, mais quand même l'idée de valoriser d'autres usages de la forêt qui sont mis en avant dans certaines mobilisations, et donc certaines victoires qui ont pu permettre de garder des forêts. Pareil, faudrait faire ce serait super d'avoir une carte de toutes les forêts qui ont été préservées grâce à des mobilisations locales. Et il doit y en avoir un paquet en France, en fait. C'est donc sur les sentiers forestiers que notre enquête s'ouvre. Nous en parlerons au prochain épisode. La forêt attise toutes les convoitises, et les menaces sont grandes. Au vu des transformations que connaît la filière bois, il est probable que les conflits liés au mode de gestion de la forêt s'intensifient. Les 22 et 23 juin, une manifestation d'ampleur se tiendra à Loul, dans le Jura, pour protester contre la conversion d'une forêt mélangée en un champ de panneaux solaires. Le 30 juin, ce sera à Guéret, dans la Creuse, que de nombreux collectifs et que l'Assemblée pour des forêts vivantes se réuniront pour tenter d'empêcher l'installation d'une méga-usine à pellets et l'extension d'une méga-scierie ayant pour ambition de devenir la plus grande scierie de France. Pour accompagner ces luttes, on a décidé de poursuivre ce travail sur les victoires écologistes, en enquêtant plus précisément sur celles qui concernent les luttes forestières. Celles-ci sont héritières d'histoires récentes où des collectifs locaux ont fait vaciller les plans des barons du bois.